audio festivalis Banguoja. Naktinės perklausos, tinklalaidžių įrašai ir pokalbiai su kūrėjais. Rugpjūčio 16-26 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos banguoja.lt. Organizatorius Nepatogus kinas. Je suis en train de découvrir chaque endroit de mon corps. Chaque partie de mon corps, il doit le toucher. Chaque endroit, j'ai envie qu'il passe là. La première fois que j'ai eu mon premier orgasme, c'était incontrôlable. C'était plus fort que moi. Et mon mari, il se demandait qu'est-ce qui m'arrivait. Et moi-même, je me posais qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que je n'ai jamais connu, je ne connaissais pas. Et avant mon mari, j'avais eu un autre mari, donc je n'ai jamais connu la sensation d'orgasme. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Et je me disais, dommage que je ne sentais pas tout ça avant. Je m'appelle Foz. Je suis originaire de Somalie. Je suis en Belgique depuis 20 ans et j'ai 37 ans aujourd'hui. Oui, monsieur va vous laisser rentrer. Ah, ok. Vous pouvez y aller. Voilà. Ouais, parfait. Voilà, Foz. Ah, c'est vrai. Retour. Oh, j'ai mal au ventre, c'est comme ça. Le centre n'a pas changé vraiment sur la face. La facette est toujours la même et donc j'ai eu toujours la même impression, la même ressenti que la première fois. Tu es passée ici quand? Je suis passée ici au Petit Château en 1999 où je suis restée 2 ans ici au centre. Tu avais quel âge quand tu es arrivée ici, Foz? J'avais 17 ans quand je suis venue ici. Si je montre à ma fille ça, oh là 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 là. Dommage, il fallait qu'elle vienne avec moi, comme ça elle pourrait voir les parcours que j'ai fait. Dire, maman, t'es passée par ici? Mais j'aimerais tous mes enfants qui comprennent. Parce qu'ici, ils ont la vie facile. C'est dommage de dire ça, mais ici, ils ont accès à tout. Yeah. Donc, c'est un grand changement. C'est une autre monde. Qui moi, dans ma tête, quand j'étais en Afrique, en Somalie, tout le monde était noir et j'arrive ici, tout le monde est blanc. Donc là, j'étais perdue aussi par rapport à ça. Personne ne me comprenait, personne... J'ai essayé de parler, mais il n'y avait pas de compréhension. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Ce n'était pas joyeux pour moi. Ce n'était pas vraiment un souvenir qui était... J'ai senti insécurité vraiment en arrivant en Belgique. Je pensais vraiment que j'allais aller en prison.
d'un moment donné, j'ai regretté pourquoi j'étais là, pourquoi je suis venue ici, pourquoi j'ai quitté mon pays. Et en même temps, je me disais, non, j'étais quand même fui un mariage forcé, que j'étais vraiment mariée. Et l'exécution qui s'est passée, la guerre civile qui était là. Ma maman, elle ne savait pas où je suis. Je suis partie en Europe, mais où? Une fois avoir fait la demande d'asile, j'étais destinée dans un centre mineur parce que j'étais mineure. Je devais aller à l'école parce que l'école était obligatoire. Le premier mois que j'ai eu mes règles en Belgique, le matin, j'arrivais pas à me lever. J'avais des douleurs énormes. Déjà, le pipi qui ne sortait pas bien, les règles pires. Il y avait une assistante sociale qui est venue frapper ma chambre en me disant « Pourquoi tu t'es pas préparée pour l'école ?» J'ai expliqué tout à la femme. J'ai dit « Écoutez, je suis infibulée parce qu'il y a certains endroits qui sont fermés. » L'assistante sociale me dit « C'est quoi le mot infibulé ?» Donc elle-même, elle ne savait pas. J'ai dit « Écoutez, après, à ma manière, j'explique. Here, on m'a coupé. Et elle m'a envoyé chez un gynécologue pour savoir qu'est-ce qui se passe en dessus. Et quand je vois le gynécologue, elle fait comme ça. Elle me regarde. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Pour moi, c'était normal. Autant que somalienne, toutes les femmes du monde sont excisées. Parce que c'est ce qu'on nous dit aussi quand on est au Somalie. Et vous aussi, j'ai dit. Elle me dit non. Et après, je me suis dit, pourquoi elle n'a pas? On me dit que toutes les femmes sont excisées. Et maintenant, je suis la seule à être excisée. Et pas seulement excisée, mais vraiment infibulée. Et après, les gynécologues, elle sort de la pièce, elle cherche quelqu'un d'autre, elle vient, elle appelle tout le monde. Et tout le monde me regarde. Et moi, je regarde tout le monde, je dis, qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, je dis, t'as une maladie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a trouvé sur toi? Elle appelle l'interprète somalienne, elle me dit, explique-le que c'est pas normal, qu'est-ce qu'elle a subi? Elle m'explique, je dis, c'est pas, comment ça se fait que c'est pas normal? Pour moi, ça rentrait pas mentalement, je n'arrivais pas à comprendre. Elle me dit, pour que tu fasses bien le pipi et que les règles passent, on va vous désinfibuler. Ah, je dis non. Qui va me marier encore? Je pense. Et qui va vouloir de moi une femme ouverte? Je dis non. On me touche pas. Elle m'a dit qu'elle me laissait du temps. J'ai quand même pris 6 mois pour réfléchir. Est-ce que je peux garder cette douleur-là à vie ou pas? J'avais personne à mes côtés. Je ne pouvais pas appeler ma maman non plus. Je pense que si j'ai appelé ma mère, ce serait plus pire. Parce qu'elle n'aurait pas accepté non plus. C'était... Et après 6 mois, j'ai dit OK. Parce que j'ai quand même raté plusieurs fois l'école. Et une fois, l'école a dit non. Si tu rates encore une fois, tu es viré de l'école. Et là, ça m'a fait un déclic. On les a atteints, on les a blessés avec une volonté que leur sexe ne leur appartient pas. Puisqu'on s'est permis d'aller ôter une partie de leur sexe. Et on ne parle pas que du clitoris. Il y a bien entendu plusieurs types d'excisions. Il peut y avoir les petites lèvres, une partie des grandes lèvres. Il peut y avoir une infibulation où on referme carrément le sexe des femmes. Et puis, c'est aussi une atteinte au niveau de leur intégrité corporelle et qui n'est pas un endroit innocent
Et donc ce droit à l'accès au plaisir, à pouvoir s'épanouir sexuellement, leur est interdit par l'excision. Donc je suis Sandrine van der Hoeven et je suis la sexologue de C'est ma vie. Il y a 5 ans, le docteur Caillet lance un projet incroyable. Il met sur place un centre, une équipe pour pouvoir prendre en charge les femmes excisées. Tu veux pas juste cliquer sur clinique du périnée? Ouais. Voilà. Ouais. Donc ici, c'est une dame de 38 ans qui vient de Djibouti, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. Comme elle est encore quasiment enfermée, on a décidé qu'on commencerait par une désinfibulation, parce que ça peut être aussi une manière de reprendre le contrôle de son corps, hein, d'être simplement ouverte. Et on verra pour plus tard si on passe à une grosse opération dans les mois, dans les années à venir. C'est la reconstruction du clitoris, la grosse opération. Et donc elle était venue au départ pour les renseignements sur la reconstruction, justement. Et c'était intéressant parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment typiquement les discours qu'on entend pour les dames qui viennent poser des questions par rapport à ça. Donc j'ai noté, patiente en quête d'affirmation de soi, voudrait être une femme normale, avoir un droit sur son corps, elle voudrait décider pour elle, reprendre le contrôle de son corps. Elle est très en colère contre sa famille, elle estime qu'ils ont été incapables de l'avoir protégée. La plupart des patientes qu'on opère, elles n'ont absolument pas du tout de plaisir, donc elles n'ont rien, entre guillemets, rien à perdre à ce niveau-là, mais celles qui ont quelque chose à perdre, moi je les opère pas habituellement. Alors dans certains cas, si on arrive à trouver un terrain d'entente, alors du coup on peut le faire aussi bien sûr, c'est elles qui décident au final, mais souvent elles se découragent quand elles se rendent compte de ce qu'elles risquent de perdre, quoi. Mais ça dépend des cas. Il y a des dames qui préfèrent l'empowerment, et quitte à perdre du plaisir et prendre le risque en tous les cas, et d'autres non. Ici, c'est juste une dame qui, comme toutes les patientes de la Corne de l'Afrique, a été cousue. Chez elle, c'était à 10 ans, à l'âge de 10 ans, donc elle se souvient évidemment de tout. Et ces dames-là, la plupart du temps, elles sont désinfibulées lors de leur nuit de noces. Traditionnellement par leur mari. S'il parvient à le faire sans les mains, il est encore plus considéré comme encore plus viril que viril. S'il n'y parvient pas, alors il y a toujours... soit il y a une lame dans la table de nuit, soit il repasse l'exciseuse qui va l'ouvrir. Et alors il doit avoir des rapports sexuels réguliers dans les jours qui suivent, il ne faut pas que ça se referme. Donc c'est un peu compliqué comme vécu pour démarrer sa vie sexuelle. Alors après on s'étonne que les dames, la sexualité, elles n'ont pas envie et c'est compliqué, mais bon voilà, c'est jamais sans raison. Hein. Ok. Les jours de mon désinfibulation, c'est un jour que je n'oublierai jamais. Le bruit de mon bébé. Une fois que j'étais admise à ma chambre, je suis allée aux toilettes. Je sens le bruit de pipi qui fait pouf. J'ai sauté. Je dis non, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ouvert la porte pour voir s'il y avait quelqu'un autour de moi. Et l'après-midi, quand le médecin est passé, j'expliquais, je dis écoutez, c'est gênant. En centre, je partage avec d'autres personnes les toilettes. Et le bruit, écoute, je dis qu'est-ce que vous avez ouvert? Il me dit, moi j'ai ouvert ce qui était cousu. Pas plus, pas moins. Il n'y a rien d'autre à ouvrir, il n'y a rien d'autre à fermer. Je dis non. Et alors comment je vais faire pipi maintenant? Comme d'habitude, vous allez aux toilettes, vous allez faire pipi. Je dis, le bruit. Il me dit, vous aurez l'habitude. Et aussi, vous aurez peut-être l'habitude d'entendre des autres femmes uriner.
Et ça a été. Et ça a été. On passe derrière, tout simplement. J'y vais, hein. Et voilà. Alors, il n'y a pas du tout de sang, donc ça c'est très bien. Voilà. Donc l'idée c'est de libérer le méa urinaire qui est là, qui souvent est recouvert. Et donc les dames, quand elles font pipi, ça fait des jets un peu dans tous les sens, c'est pas très agréable. Et donc là, elle fera pipi après, comme tout le monde, quoi. Ce qui est évidemment beaucoup plus confortable. Et on n'oublie jamais de leur expliquer, évidemment, que le pipi va changer parce que j'ai déjà été interpellé par des patientes en post-op qui me disaient qu'elles faisaient pipi comme des vaches. Elles me demandaient ce que je leur avais fait parce que ça faisait du bruit. Alors qu'avant, c'était un goutte à goutte ou un truc complètement discret. Et tout d'un coup, il y avait un jet puissant et donc ça les a un peu effarouchées, quoi. Du coup, je les préviens à l'avance de ça. Pour pas qu'elles soient trop traumatisées des changements. Parce que je pensais, la première règle après la désafibrillation, je pensais d'avoir des hémorragies. Parce que c'était beaucoup de sang qui sortait. Des cailloux de sang qui sortaient. Je dis, c'est fini, là. Il y a beaucoup de sang qui va sortir et c'est fini, tu vis plus. Je suis partie trouver l'assistante sociale. Je dis, beaucoup de sang. Elle s'est mise à rire, elle me dit, c'est normal. Je dis, non, mais madame, c'est beaucoup. C'est too much. Je parle anglais, je dis, too much. Elle me fait, c'est normal. Mais ça va être un peu moins la prochaine fois, mais maintenant, ça doit sortir. Ma vie a changé, puisque je me sentais à l'aise. J'allais à l'école, et je faisais des gyms. Donc, la vie normale que je n'avais pas avant. Je me suis sentie revivante. Moi, j'avance. Quand j'ai su que l'excision était interdite, là, j'étais obligée de quitter les cultures somaliennes pour pouvoir protéger ma fille. Quand je suis venue en Belgique, de parler clairement et fort comme quoi que j'étais contre cette pratique-là, j'étais déjà rejetée dans la communauté somalienne. Donc, je me suis dit, tu as déjà commencé, tu n'es pas en Somalie, il n'y a personne qui va te tuer, alors fonce. Et je suis fière de ça. Et après avoir fait ça, j'ai dit, je pense à moi maintenant. Pas la communauté, pas mon mari, je pense pour moi. Et si je pourrais avoir plaisir, si je peux avoir ce qu'une femme sent, j'aimerais bien l'avoir. Et j'ai avancé. Cette chanson-là, elle parle vraiment de ta vie. Oui. N'écoute personne. C'est une chanson d'encouragement. Avance dans ta vie. Ne regarde personne, n'y attends personne. Vas-y, quoi. J'avais 16 ans quand on m'a mariée. Mon mari, c'était quelqu'un de très âgé. Il aurait 70 ans. J'étais sa 4e femme, la plus jeune. J'étais vraiment fraîche. Mon papa a voulu me faire marier à ce monsieur-là
parce qu'il avait l'argent. Et mon papa, il ne me voyait pas à moi, il voyait l'argent. Donc on m'oblige à me marier. Le jour de mon mariage, c'était le jour plus triste que je suis passée. Plus pire que mon excision. Le jour de mon mariage, je voyais que tout le monde s'est préparé, s'habillait. Et j'étais comme un poupée qui était là. Et l'après-midi, on m'a mis une petite robe blanche pour dire que je suis une jeune fille et vierge parce que tout le monde ne peut pas porter une robe blanche. Et moi, j'avais peur. J'ai pensé, et le moment qu'on va m'amener chez lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Comment je vais réagir? Et plus les heures s'approchaient, plus j'avais mal au ventre. Je sentais même pas l'air qui rentrait en moi, rien. Arrivé le soir, aïe aïe aïe. Il m'attendait à la maison. Et tout le monde qui criait, qui disait oui, avec leur joie et tout ça. André, t'es chez toi et tout ça. Là, il faut obéir ton mari. Il faut jamais dire non à ton mari. La première nuit, je m'épatais et il me giflait pour que je fasse ce qu'il lui demande. Mais il n'y a rien qui rentre, c'est trop petit, c'est trop vraiment fermé. Il essayait de rentrer, mais il ne pouvait pas rentrer. Et moi, j'avais des douleurs énormes et je me battais. Et il me giflait chaque fois. Chaque fois. Je disais que j'avais mal, qu'il devait arrêter, mais il ne voulait pas attendre. Il me disait, tais-toi. Le lendemain, il y a les parents, la famille qui arrivent pour voir ce fameux drap blanc pour savoir s'il y a du sang. Ce sang-là, c'est pour montrer que tu es vierge. Il y avait du sang puisqu'il m'a violée. Et ma maman qui rentre de la chambre, j'arrive pas à bouger tellement que je suis toute cassée. Ma maman, après, elle a pris le drap sur le lit, elle a enlevé et elle a montré toute la famille. Elle était fière parce que sa fille était vierge. Mais elle ne voyait pas la souffrance que j'avais. Elle ne voyait pas. Et moi, je disais, maman, tu es en train de me tuer, pitié à pitié. Elle m'a dit, je suis passée par là aussi, je suis encore vivante. Alors tu vas t'en sortir aussi, elle m'a dit. Pour elle, c'était normal puisqu'elle est passée par là. Toutes les femmes doivent passer par là. Une grande découverte qu'on a faite quand on a commencé le C'est ma vie, c'est qu'on s'est aperçu que les dames qui venaient chez nous, elles avaient beau avoir été excisées, pour finir,
cette mutilation génitale, c'était qu'un petit problème parmi une multitude d'autres problèmes tout autant dramatiques, comme le mariage précoce, enfant, comme le mariage forcé, comme les violences conjugales. Il y a le non-accès à l'éducation, il y a la place des femmes dans la société, dans certains pays où c'est vraiment pas facile, et c'est souvent le cas chez nos patientes. Il y a des femmes qui ont connu l'exil, qui ont connu l'angoisse et la souffrance de l'exil, mais également les violences pendant l'exil, la peur, à nouveau les agressions sexuelles et le viol. Et après, nous, on les récupère, elles veulent une reconstruction du clitoris. Mais en réalité, il faut réparer, il faut tout réparer, quoi. J'étais fâchée avec ma maman. Elle ne m'a pas protégée déjà à l'âge de 6 ans. Donc c'est elle qui m'a amenée à être excisée. Et le jour de mon mariage non plus. Je ne comprenais pas pourquoi elle me faisait ça. Et chaque fois que je posais des questions, elle me disait « tais-toi ». Voilà. Donc elle changeait le sujet aussi. Et à un moment donné, je suis devenue froide envers elle. Je dis, de toute façon, elle m'a mis en danger partout. Et dans ma tête, une maman devait protéger son enfant. Mais elle n'a pas fait. Mais j'ai compris un peu plus tard pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle n'avait aucun pouvoir. Si elle ne le faisait pas, c'était mes tantes, paternelles ou tantes maternelles qui le faisaient. Quand mon papa est décédé, c'est ce moment-là que j'ai compris. Elle s'est sentie soulagée parce que c'était lui qui avait tout le pouvoir. C'est lui qui décidait qui va se marier avec qui va aller avec qui. Et quand mon papa est décédé, je suis allée chez ma maman. Elle me dit, je peux te raconter maintenant ce que je sens. Chaque fois que tu souffrais, je souffrais avec toi, sans te montrer, parce que je n'avais aucun pouvoir pour t'aider. Je dis, maman, là je dis, je ne peux plus rester avec mon mari. C'est quelqu'un que je ne veux pas, qui veut m'obliger. Ma maman, elle me dit, je te promets rien, mais je vais parler avec mon frère et on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi. On trouvera une solution. Elle est partie trouver son frère, donc mon oncle. Et direct, mon oncle, il m'a mis en contact avec un passeur. 5 jours après, j'arrive en France. Avec des faux papiers. J'arrive en France. Je me suis demandé où j'étais. On était plusieurs quand même gens. Et le passeur, il m'a dit, je lui demande, je reste ici. Il me dit non, tu vas aller vers en Belgique. J'ai jamais entendu la Belgique. Il me dit, ne te casse pas, ton mari, il te trouvera jamais en Belgique. Cette phrase-là, elle m'a toujours restée. Je m'appelle Fabienne Richard, je suis sage-femme clinicienne à C'est ma vie. Les mutilations génitales féminines, c'est une violence faite aux femmes, c'est une violence de genre
Mais ce qui est un peu dur à comprendre, c'est que c'est tellement intégré comme normal, comme une norme sociale, que ce sont les femmes qui les perpétuent. Donc c'est une mère qui va conduire sa petite fille chez une exciseuse. Donc l'opération, c'était le 5, hein? J'avais noté le 5, c'est ça? Ouais, c'est possible, c'est ça? Vous vous souvenez, le 5 septembre? Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est 2 mois. 2 mois, donc on fête les 2 mois. Vous aviez dit que ça faisait quand même très mal après. Et comment ça va maintenant au niveau de la douleur? C'est moi, ça titille un peu. Ça titille un peu? Mais je me concentre Ou pas ça dessus. démange comme ça? En fait, c'est les filets nerveux qui sont en train de se remettre un petit peu. Peut-être. Ouais. C'est pas agréable du tout. Surtout le matin. Ah, d'accord. Vous avez envie de vous gratter? Non, ça, je mets de l'eau chaude. De l'eau chaude? Ouais, Pas trop chaude quand même. Avec l'isométhaline, c'est brûlé. Faut faire attention. Hein. Et vous continuez au niveau de la cicatrice, vous continuez à faire des petits soins ou à faire quoi? Qu'est-ce que vous mettez maintenant? L'isométhadine avec de l'éosine et un peu de cicatrine. Ouais, d'accord. Donc ça fait un petit massage. Ouais. Hein? Et ça fait quoi comme sensation maintenant? Excusez-moi. Hier, il y avait une belle sensation. Ah. Je vais pas mentir. Non. Oui, mais il y a cette petite douleur sur encore, oui, voilà. Ouais. Sur un côté. En fait, le fait de faire les petits soins, en bas, ça a deux fonctions. Hein. En même temps, ça soigne, ça empêche que ça s'infecte, ça reste propre, mais en même temps, ça permet de découvrir votre nouveau corps. Ouais. Et en fait, moi, je dis toujours qu'on adopte son clitoris. C'est une manière pour... voilà, c'est ça. On l'apprécie. De le connaître. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler Dr Caillet et puis on va regarder au niveau de la cicatrisation. Ça va? Ça va. Vous aviez d'autres questions? Non. Non, c'est bon. C'est une agression, hein. Donc les dames à qui on refait ce clitoris, elles mettent 3 mois à s'en remettre. Hein. Elles ont des douleurs vraiment énormes, qu'on gère avec des médicaments très puissants, qu'on essaye de gérer. Donc oui, bien sûr, c'est un geste réparateur, mais qui passe par une agression physique. En fait, chez nous, on essaye de pas opérer les gens. Les dames, elles n'ont pas besoin de repasser par la lame. Hein. Enfin, je veux dire, si on peut s'en passer, tant mieux, quoi. Il y a déjà eu la lame. Ça a déjà fait suffisamment de dégâts, donc si on peut se débrouiller sans ça, c'est une victoire. Malheureusement, ça ne convient pas à tout le monde. Donc effectivement, il y a 15-20% des patients qui viennent nous voir qui ont besoin d'un geste d'un geste chirurgical, de la reconstruction somatique, physique, charnelle. Ah si, je palpe un petit peu ici quand même. Ouais, si, je palpe un peu plus haut. Ouais. Mais bon, c'est chaud, quoi. Donc il est là, en fait, le clitoris qui reste. À sa place, hein, sauf que la partie externe a complètement disparu. On peut brancher le bistouri électrique, s'il vous plaît. On peut mettre sur 25, juste la coag. Non. C'est un Vicryl rapide que j'ai besoin, 3-0. Le voilà. Avant, je sentais rien du tout. Je sentais, le rapport, quelque chose qui rentre, qui sort. Et j'ai attendu le moment que lui, il a fini. Donc, des fois, avec le douleur, tu te dis, quand il finit, c'est quand même si c'est quelques minutes, pour toi, ça devient des heures, parce que le douleur est très, très fort. De toute petite jusqu'à mes 35 ans, j'ai connu que de douleur. Et je me suis sentie que j'étais dans un tunnel noir, qu'il n'y avait pas de sortie, en fait. Et quand on vient après
l'opération, là, je viens de voir la lumière. Et maintenant, je me sens une femme. Parce que quand je marche et que je sens quelque chose au-dessus de moi, je dis, ouais, voilà, ça va. Donc, je suis une femme. Et là, j'ai envie de découvrir, parce que je me renseigne partout. J'ai une psychologue, j'ai un sexologue aussi. Parce que après l'opération, il faut aussi savoir gérer les différences qu'on a en bas. Parce que ici, en bas, on a fait mettre d'or quelque chose qui était à l'intérieur. Là, tu sens quand tu mets tes culottes, tu sens quand tu marches, tu sens quand tu cours, tu sens tout. Là, c'est vraiment un grand changement de ton corps. Parce qu'en conduisant ma voiture, chaque fois qu'il y avait un poste, je sentais quelque chose que je n'ai jamais senti. Et je me disais, toutes les femmes qui ne sont pas excisées, elles sentent tout ça. Et moi, je viens de découvrir juste maintenant qu'on m'a vraiment coupé quelque chose qui me mettait femme. Moi, je dis qu'on m'a coupé une perle. Alors, ici, c'est mon fond de teint. Parce que c'est la base, hein. Donc, je vais tout ici. J'ai une fille aussi qui se maquille, donc il y a certaines choses qui manquent. Voilà. Quand je vais au mariage ou une soirée somalienne, je m'habille, je me prépare chez moi, donc je m'enferme dans ma chambre et je me maquille, je m'habille, je me fais belle. Je le fais pour moi, mais pas pour plaire aux hommes, mais pour me plaire moi-même, donc pour me sentir mieux moi-même. Donc, c'est pour moi. Ici. Plein de bijoux ici. C'est mon coffre. Je mets mon passeport, je vais l'enlever. Et là, je mets tous les trucs. Voilà. Et ces bougies-là, on se met quand on va au mariage et tout, parce que toutes les femmes portent ça. Et ça devrait être or. Et 4 petites bracelets de l'autre côté. Et qui font des bruits. Voilà. Alors, ici, j'ai plusieurs robes, différentes couleurs. Donc, et une fois qu'on met cette robe-là, on devient des princesses. Et laquelle est ta préférée? Le vert, avec des rouges. Ouais. Et ici, j'ai une autre robe qui est très sexy. Attends, je vais te montrer. On voit les épaules. Et ça, des fois, quand je me mets, les gens me regardent mal. Parce que je suis provocante, des fois. Et les gens, il y a certaines femmes qui me disent « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu caches pas ton corps? » Et tout ça. Et moi, je dis « C'est mon corps, donc je m'habille comme je veux. » Et les femmes restent un peu mal. Donc moi, je m'en fous. C'est moi. Et je suis jolie comme ça. Ouais. L'excision physique amène à une castration mentale. Donc certaines ont des réponses d'excitation, mais elles n'en ont pas de plaisir parce que pour elles, c'est impossible, voire inaccessible, dû à l'excision. Et puis d'autres n'ont pas de réponse au niveau de l'excitation. Et c'est tout un cheminement pour pouvoir aller
ouvrir les champs du possible. Et oui, c'est possible. Je veux être une femme qui a du plaisir au niveau de la sexualité, qui a du désir, qui n'a plus de douleur, qui a une relation au niveau sexuel avec le couple qui est partagée, qui n'est plus un objet sexuel de l'homme. Et donc, la reconstruction doit être bien prise au niveau de la globalité. Je vais te faire écouter les chansons somaliennes que j'adore. Ça me touche beaucoup, les chansons-là. Parce que ça part de maman, la difficulté que la maman passe à ta naissance. Elle t'a porté 9 mois, elle t'a grandi. Il y a tout, en fait, toute cette souffrance-là, elle a quand même. Et ça me touche beaucoup. Quand tu es maman, tu peux comprendre ça. Parce que tu sais les difficultés, pourtant, dans un pays où il y a la guerre, où il y a tout, et que tu n'as pas de mots à dire, c'est plus difficile que... Et ta maman, elle te manque? Beaucoup, beaucoup. Je souffre vraiment pour elle. Ça fait comme 23 ans que je ne vois pas ma maman, donc à un moment donné ça devient lourd. Je ne peux pas rentrer parce que là-bas je suis mariée. Et je vais mettre en risque ma vie et la sienne aussi. Et c'est ma fille, elle vient avec moi pareil aussi, donc elle va être exilée et tout. Un jour que j'ai un contrat fixe, elle sera là. Parce qu'il faut que j'apprenne quand même soin d'elle. Tranquille, hein. Parce que sinon, c'est... Elle m'a beaucoup aidée, ma fille. Vraiment, je suis fière d'elle. Quand j'ai été opérée, c'est comme une nouvelle réexcision en fait, parce que c'est un truc qui était à l'intérieur, donc c'est un petit viande, parce que c'est tout rouge hein, quand c'était la première fois, qui est dehors. Elle m'a soignée, elle m'a fait les pansements et tout. Elle ressentait la même douleur que moi, parce qu'elle était toujours à côté de moi. Et je dis, tu vois, tu es une petite d'infirmière. Allez, tu veux du chocolat? Oh là 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 là. Tu frappes ta sœur? Hein? Je m'appelle Annie, j'ai 18 ans, je suis d'origine somalienne et je suis en secondaire. Tu veux pas partager avec moi? Non? Tu m'en donnes un? Non? Ma maman m'a vraiment protégée et qu'elle veut pas que je souffre parce qu'elle a connu cette souffrance-là et elle veut que je garde mon clitoris, mes lèvres, tout quoi. Elle veut pas que je me fasse exciser ni rien. Et je trouve qu'elle est courageuse quand même. Parce que
certes, on l'a excisée, mais elle s'est quand même relevée, on va dire. Et il y a plusieurs types d'excision. On te coupe, il y a des parties, voilà, on te ferme, quoi. Quand on te ferme et tout ça, c'est ton mari, entre guillemets, qui te l'ouvre. C'est dégueulasse, en fait. Je trouve que c'est dégueulasse. On nous a créés comme on est. Et on nous enlève des parties et tout ça. Et en plus, on le fait quand la fille est petite. Donc, elle peut pleurer, crier, dire ce qu'elle veut. Bah, ils s'en foutent, en fait. On te le fait. Ces jours-là, ma maman me prépare. Elle me réveille à 5 heures du matin. Et elle me dit, on va aller chez le grand-père. Et j'ai dit, maman, pourquoi on se réveille tôt? Pourquoi on part tôt chez le grand-père? Elle me dit, il y a une grande fête familiale et on ne doit pas rater. Et on doit être en avance. Elle me prépare. Elle me met une robe bleue avec des fleurs. Et on part. Entre la maison et chez le grand-père, il y a un grand chemin qui a beaucoup de poussière, beaucoup de sable et tout. On marche parce qu'il y a quand même 1 heure de marche entre la maison et chez le grand-père. Et après, on arrive et je vois que tout le monde est là. Mes tantes, mes oncles, tout le monde était là et d'autres filles. J'ai dit à maman, pourquoi tout le monde est là si tôt? Et maman me dit, bah, c'est comme nous, tout le monde vient pour profiter la fête. Je réponds à maman, ok. On s'est mis dans une chambre et avec d'autres filles et on commençait à parler à quelle heure on s'est réveillé, comment les mamans nous ont préparé et tout. Et à un moment donné, on m'appelle. Je dis oui, je sors de la chambre et qu'est-ce que je vois? Des femmes qui m'attendent. Il y avait un gros lit et d'autres femmes. Il y a une d'elles qui me dit, tu vas devenir grande fille, viens. J'ai eu peur. Je voulais fuir, mais on me tenait très fort. J'arrivais plus à partir. Tout le monde me tenait. On m'a pris. Et on m'a mis sur le lit. J'ai crié, mais personne ne m'aidait. Je voyais ma mère qui me regardait. Je dis, maman, pourquoi tu m'as amenée ici? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu ne m'aides pas? Elle me dit, c'est pour ton bien.
Perle, un documentaire sonore réalisé par Yasmina Amlaoui. Avec Foss et ses enfants, Martin Caillet, Fabienne Richard, Sandrine van der Hoven. Montage Roxane Brunet. Mixage Joachim Glaude. Musique composée par Manuel Hermia, interprétée par Sigrid van den Bogard. Produit par Jackal Productions, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF et de l'Atelier de création sonore radiophonique. Merci au GAMS Belgique, à C'est ma vie du CHU Saint-Pierre, Fait d'Asile et Marion Merlène. Un grand merci à Jeanne de Barcy, Carmelo Iannuzzo, Maëlle Lagadec et Pascal Tizan.